Donc, je m'appelle Manon Bollet. Je suis chercheur à l'Université de Liège sous la direction du professeur André Lemaître. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un premier regard sur un sous-échantillon de GenStar, donc le projet qui vient de vous être présenté par Monsieur Wouter van der Plaschen et Madame Julie Cham. Donc, en raison de la pandémie actuelle et en raison de la proximité des sujets, il a été décidé de procéder à des analyses secondaires sur une partie de l'échantillon de GenStar qui pourrait être éligible dans le projet actuel. Là, donc, pour ce faire, nous avons appliqué des critères d'éligibilité de GenderArp à l'échantillon francophone de GenStar en utilisant pour ça les retranscriptions des entretiens individuels qualitatifs. Alors, quelques caractéristiques de cet échantillon. Il s'agit donc de 23 femmes, dont l'âge moyen et médian est de 43 ans. Toutes sont utilisatrices de services au moment des entretiens en lien avec leur consommation de substances. 10 fréquentent des services en ambulatoire et 13 en résidentiel. Au moment des entretiens, 16 d'entre elles sont abstinentes. 3 consomment encore principalement de la cocaïne, 2 de l'héroïne, 1 du cannabis et 1 du speed et du cannabis. Alors, je vais vous présenter quelques faits saillants qui ressortent donc de manière assez préliminaire de ces entretiens. On sait que à l'heure actuelle, malgré les évolutions sociétales des dernières décennies, le rôle de soins reste majoritairement dévolu aux femmes, et en particulier aux femmes en tant que mères. On attend d'elles qu'elles s'engagent pleinement dans le soin et la prise en charge des enfants de manière prioritaire par rapport à leurs propres besoins et intérêts, et on attend aussi d'elles qu'elles minimisent tous les risques possibles liés à leur comportement. Et évidemment, c'est quelque chose auquel les femmes consommatrices de drogue n'échappent pas. Dans ce cas-ci, dans ce sous-échantillon, 20 d'entre elles ont des enfants et 13 ont au moins un enfant mineur. Et on voit effectivement qu'un certain nombre de participantes ont tendance à faire passer le bien-être des autres avant le leur ou à culpabiliser si elles ne le font pas. C'est particulièrement le cas quand il s'agit des enfants. On va voir par exemple des femmes qui attendent que les enfants soient couchés avant de consommer, des femmes qui vont placer volontairement leurs enfants chez un membre de la famille ou via un service d'aide à la jeunesse pour la protection de ces enfants, ou encore quitter un compagnon qui reconsomme parce qu'elles ne veulent pas rechuter, et c'est aussi dans l'intérêt des enfants. Après, ça peut aussi concerner le partenaire ou les parents. On voit par exemple une des participantes qui va abandonner un logement et rester à la rue avec son compagnon parce que lui ne pouvait pas avoir accès à ce logement, ou encore quand la nourriture vient à manquer, une participante qui va prioriser le fait de nourrir son compagnon plutôt qu'elle-même. Le deuxième fait saillant que j'aimerais souligner, c'est l'influence des relations amoureuses dans la consommation de substances et l'usage de services. Ici, dans cet échantillon, donc 12 de ces participantes sont célibataires, 10 d'entre elles sont dans une relation amoureuse, dont 3 sont mariées. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi les femmes qui fréquentent un service de réduction des risques, on voit qu'elles sont majoritairement en relation, 5 d'entre elles sur 6. Alors par contre que les participantes qui résident dans une communauté thérapeutique ou un service de post-cure ont plus tendance à être célibataires. On parle de 10 d'entre elles sur 12. Et donc, ces participantes, elles rapportent différents types d'influences de la part de leurs partenaires sur leur consommation ou leur usage de services. Notamment, une participante qui arrête un programme en résidentiel après très peu de temps parce que son compagnon est trop jaloux, il ne supporte pas la situation de mixité. Ou encore, ce qui arrive fréquemment, des femmes qui vont faire une rencontre dans le programme et ils vont rechuter ensemble à plus ou moins court terme. Alors, la littérature suggère effectivement une influence importante du couple sur la consommation de drogue. La troisième et dernière, le troisième et dernier fait saillant que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est les difficultés avec les hommes dans les services mixtes. Beaucoup de participantes évoquent des difficultés quant à la possibilité de relations amoureuses dans les lieux résidentiels mixtes, soit parce qu'elles les ont effectivement vécues, soit parce que justement elles cherchent à les éviter. Elles évoquent à ce sujet la difficulté de travailler sur soi-même quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, surtout si l'autre a également des problèmes de consommation. Certaines participantes regrettent aussi la faible proportion de femmes par rapport aux hommes, que ce soit en résidentiel ou en ambulatoire. Elles évoquent à ce sujet un sentiment de prédation de la part des hommes. Certaines en ont peur, les trouvent vulgaires, sales, et au final, certaines d'entre elles vont chercher à les éviter au maximum. Et certaines qui sont en résidentiel vont même chercher à rester le plus possible dans leur chambre. Dernièrement, et ça c'est un peu plus particulier, un peu plus spécifique,
deux participantes qui ont pourtant fréquenté des services différents rapportent un traitement différent entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le sport. C'est-à-dire qu'elles déclarent avoir eu moins facilement accès aux infrastructures et aux services en lien avec le sport, et qu'elles ont eu le sentiment d'être mises de côté pendant les activités sportives, quand elles y avaient accès. Et donc ici, ce qui est différent de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que c'est bien l'institution qui est à l'origine de la difficulté. Et ça fait vraiment écho à ce que dit Laure Bérény, qui qualifie le sport de lieu de reproduction de la masculinité et dit que la pratique du sport reste fortement marquée par le genre, de même que par la classe, et ce malgré une démocratisation progressive de celle-ci au cours des dernières décennies. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et merci pour l'opportunité de prendre part à cette journée.